Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale. On va faire le premier interview avec Pierre Blanc, le fondateur de Groupe Horizon. Alors, Groupe Horizon, c'est un organisme de formation qui est spécialisé dans la préparation à la retraite, banque et assurance et management. Et il travaille avec des gros clients, des banques nationales, internationales, des grosses entreprises. Et donc, aujourd'hui, nous sommes avec lui, Pierre Blanc. Comment ça va, Pierre? Ben, ça va bien, ça va bien. Même dans cette période un petit peu tourmentée, tout va bien. Beaucoup d'adaptations, beaucoup de nouveaux programmes à écrire Ouais. et de création à faire. Voilà. Ok. On va y venir. Aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est comment, Pierre, en partant de zéro, on peut se retrouver avec des clients de cette taille-là, avec 20 collaborateurs, formateurs qui font partie de Groupe Horizon. Du coup, est-ce qu'on peut commencer par les débuts? Est-ce que vous avez débuté dans le monde de la banque? Alors, très rapidement, au niveau de ma carrière professionnelle, moi j'ai commencé d'abord dans une grande banque nationale. Je suis resté à peu près 6 ans, où j'ai été à la fois un parcours terrain, c'est-à-dire en agence, et ensuite au service formation, donc sur la région de Grenoble. Ensuite, j'ai quitté nos belles montagnes pour aller sur Paris, où là, j'ai travaillé dans une compagnie d'assurance où j'ai été à la fois sur le terrain et à la fois donc au service formation. Donc, fort de cette expérience d'une dizaine d'années à peu près, ben, j'ai décidé effectivement de créer Groupe Horizon. Alors, ben, comme vous l'avez dit, avec zéro client, mais avec quand même une expérience et puis toute une gamme en fait de produits. Donc, enfin, de produits, c'est-à-dire de stages de formation déjà à proposer aux futurs clients. Ok. Mais donc, effectivement, je suis parti, j'avais zéro client. Et, Donc, et, et du coup, oui. comment ça se passe alors? Aujourd'hui, on a Internet, on a plein de moyens de prospecter, de trouver des clients sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux. On peut créer des sites web. Comment ça se passe? Du coup, c'était à peu près il y a combien de temps? Ah ben, c'était il y a 30 ans, puisque l'année Ouais. prochaine, je vais fêter pardon, les 30 ans donc, de Groupe Horizon. Donc, effectivement, à l'époque, on n'avait pas tous les outils que vous venez de citer. Donc, on n'avait en fait qu'un outil, c'était le téléphone. Donc, on essayait d'avoir les listes entre autres, ben, comme vous l'avez dit, puisque au départ, je travaillais essentiellement avec des banques et des assurances. Donc, de trouver le numéro de la banque, d'essayer d'appeler comment ça s'appelle, l'accueil, d'avoir le nom du responsable de formation. Donc, on passait des heures à essayer d'avoir la bonne personne. Alors, Ouais. je suis en train de me rappeler, je ne sais pas si à l'époque, donc en 91, existait déjà le Minitel. Mais peut-être qu'on devait utiliser aussi le Minitel pour rechercher en fait donc les numéros de téléphone. Donc c'était beaucoup d'appels téléphoniques, beaucoup aussi d'appels qui étaient raccrochés au nez ou Ouais. en disant on n'a pas besoin ou on ne vous donne pas le nom du responsable de formation. Et bien sûr, pas de site internet. Et du coup, vous aviez un script pour ça ou une méthodologie? Oh ben oui, oui, Ou, oui, oui, oui. Dans ma vie de formateur, j'avais aussi je dirais des formations sur les appels téléphoniques, sur les méthodologies d'appels téléphoniques, et ben, j'ai utilisé aussi pour moi-même ouais, les formations que j'avais données sur la prise de rendez-vous par ouais, téléphone. le Voilà, hein. démarchage. Voilà, c'est ça, oui. Ok. Et du coup, quand vous êtes lancé, je crois que vous aviez deux associés. Oui, tout à fait. Ce qu'on Hein, peut. donc, j'avais deux associés, donc une personne qui travaillait avec moi dans la même compagnie d'assurance, et j'avais un autre associé qui avait travaillé avec moi en tant que formateur donc dans la banque, voilà, où j'avais commencé. Hein.
Ok. Donc, effectivement, on a commencé tous les trois, justement, soit à travailler, comme on le disait tout à l'heure, avec le phoning, soit peut-être avec du relationnel, hein. Ok. Et du coup, alors comment ça a fait pour monter les premiers clients? Alors, j'ai eu la chance d'avoir une banque, ou plutôt mon ancien directeur, mon ancien responsable de formation, mon ancien patron m'a donné, on va dire, un tuyau. Donc, où là, j'ai travaillé avec le centre de formation nationale sur Paris. Et je dirais que ça m'a mis le pied à l'étrier. Et donc, j'ai commencé vraiment en tant que formateur, j'étais tout seul. Et puis après, il y a eu un certain succès. Donc, j'ai eu besoin d'un deuxième formateur, d'un troisième, etc., etc. Donc, ça m'a permis d'avoir une belle assise, je dirais, financière, parce que c'est aussi Ouais. important quand on débute. Et puis après, d'avoir un peu plus, je dirais, entre guillemets, de tranquillité pour aller voir d'autres clients et démarcher d'autres clients. Alors, je sais que sur un plan peut-être marketing ou commercial, on dit que la règle des 80-20, c'est quelque chose qui n'est pas bien, hein, c'est-à-dire d'avoir l'essentiel de son chiffre d'affaires avec un seul client. Oui, certainement, mais c'est quand même bien d'avoir quand même un Ouais. client, hein, qui vous amène régulièrement Des des affaires. affaires. Ouais. Voilà. Après, ce qu'il Et faut faire, c'est se concentrer sur ce type de client qui fait les 80, peut-être laisser un peu ceux qui gagnent moins, essayer de trouver d'autres clients de ce type-là. oui, tout à fait. Alors, oui, alors c'est vrai qu'il y a plein de règles, comment dirais-je, sur un plan marketing, Ouais, la stratégique. règle oui, de stratégie, la règle des 80-20, c'est-à-dire de ne pas tout concentrer chez le même client, des Mm. règles aussi de dire, oui, il faut travailler essentiellement sur ce qui est vraiment rentable financièrement et passer moins de temps, ou pas avoir peut-être des clients qui ne sont pas rentables. Ça n'a Ouais. jamais été ma stratégie. Moi, j'ai toujours, je dirais, donné les produits, enfin, de même qualité, que ce soit le client des 20% ou celui des Ouais. 80%. Et je n'ai pas cherché obligatoirement peut-être la rentabilité. Alors, je ne sais pas Ouais. si c'est un Bah, tort ou pas, mais ça non. fait quand même 30 ans que l'entreprise existe. Non, Voilà. ouais, je pense qu'il faut, comme vous dites, être vraiment, bah, même prestation avec n'importe quel client. Moi, enfin, ça m'arrive tous les jours d'avoir un client qui au départ est pas très gros et puis qui plus tard devient ces baleines qui, ouais, qui font avancer Bièvre Web et qui donnent du revenu régulier. Et aussi, je voudrais revenir sur la règle des 80-20 parce que peut-être que pas tout le monde connaît des personnes qui vont regarder. Nous, voilà, moi je fais du marketing, vous, ça fait 30 ans que vous êtes un peu dans cette culture entrepreneuriale. En gros, c'est une règle un peu naturelle qu'on voit de partout. Par exemple, je pense la plus connue, c'est 80% des richesses sont détenues par 20% des personnes. Donc là, c'est à l'échelle de la planète, mais ça peut être aussi à l'échelle d'un pays. Et pour une entreprise, ça va être 80% de vos revenus va être généré par 20% des clients. Et la règle, du coup, si on veut en tirer parti, et ça, c'est valable pour presque toutes les entreprises. Alors, c'est pas toujours exactement les chiffres, mais c'est une tendance naturelle et qu'on retrouve un peu de partout. Et du coup, ce qu'il faut faire, c'est essayer d'identifier le profil client qui nous ramène voilà, ces 80% du chiffre pour essayer de trouver ces autres clients-là pour grandir. Voilà pour la petite parenthèse. Voilà, du coup, Pierre, là, combien de temps ça a fait pour émerger ces premiers clients, le moment où vous avez pris votre premier formateur? Ça se compte en semaines, en mois, en années? Alors, je distinguerai peut-être deux choses, c'est-à-dire que étant parti vraiment là aussi de zéro, c'est-à-dire de zéro client,
et de zéro chiffre d'affaires, ça a été peut-être un petit peu plus long que des personnes qui reprennent une affaire. Et là aussi, alors j'ai pas eu l'occasion de la tester, mais sur un plan aussi stratégie commerciale ou marketing commercial, moi j'ai souvent entendu dire que parfois il vaut mieux repartir de zéro et de constituer soi-même son propre portefeuille que de racheter peut-être une clientèle ou un portefeuille qu'on ne connaît pas et qui est pas très bon. Euh, Mon avis, c'est que là, je suis vraiment très, très basique dans mes propos pour vivre, hein, parce que là, je parle de revenus en tant que, Ouais. que chef d'entreprise. Il vaut mieux peut-être avoir racheté un portefeuille qui va vous ramener quand même tous les mois, je dirais, quelques revenus, que ce soit aussi bien au niveau de l'entreprise que pour vous, et puis après que vous allez développer. Mais ça me semble quand même important. Enfin, je veux dire, ce qu'on dit, c'est que non, ça ne sert à rien de reprendre une clientèle qui est pas terrible. Moi, je pense que d'avoir quand même un portefeuille voilà, de clients, quel qu'il soit, hein, c'est quand même peut-être important parce que ça permet aussi aux chefs d'entreprise d'avoir une certaine tranquillité Ouais. financière. Donc, pour répondre précisément à votre question, moi, je dirais que je suis arrivé à retrouver un certain niveau de revenus, hein, puisque quand on a une entreprise, l'objectif quand même, c'est que le chef d'entreprise ou le dirigeant arrive à en vivre, hein, à un moment donné. Donc, je dirais que il m'a fallu pour avoir, je ne crois pas que j'avais retrouvé complètement mon revenu de quand j'avais quitté l'entreprise, mais mon ancienne entreprise, mais il m'a fallu au moins 4 ans ou 5 ans. D'accord. Mais parce que je suis parti à zéro. Et puis aussi, j'avais peut-être aussi un certain niveau peut-être de revenus aussi Auparavant. à l'époque. Voilà. Ok. Donc, pour répondre peut-être au deuxième point que vous avez évoqué, je dirais relativement rapidement, j'ai dû prendre un autre formateur parce que au niveau des formations, alors peut-être bien moins maintenant, mais généralement, il n'y a pas de formation pendant les vacances scolaires. Il y a des périodes de grandes vacances où on ne fait rien. Bon, il y a les périodes de Noël, etc., où il n'y a pas de formation. Donc, en fait, les périodes de formation sont très concentrées. Donc, en fait, donc moi j'ai commencé à animer et puis très rapidement, comme ça se passait bien, on m'a dit mais là Pierre, est-ce que vous pouvez animer telle semaine? Non, je suis pas pris. Bon, comment on fait? Et c'est là où par relationnel, parce que moi j'ai travaillé beaucoup et je travaille toujours beaucoup par relationnel, aussi bien par rapport aux personnes qui travaillent avec moi que par rapport même aux clients. Donc, j'ai pris assez rapidement donc une personne. Alors, j'ai plus les dates, les dates exactes, mais on va dire qu'au bout de 3-4 mois, oui, j'ai pris un consultant, un autre consultant pour travailler avec moi. D'accord. Et puis, ce que Et je voudrais juste peut-être aussi rajouter, et ça, je m'en rends bien compte, c'est que plus on va pouvoir donner des possibilités à nos clients et plus on va faire appel à nous. Hein, ce que je veux dire, c'est que j'ai eu un formateur et puis après, comme ce formateur était aussi très bon, on m'a demandé Pierre, etc. Et en fait, c'est comme ça qu'on arrive à faire boule de neige. ok. Et du coup, ça, je pense que j'ai une question qui peut peut-être intéresser, moi y compris. Euh, du coup, pour vous, le moment où il faut faire appel à quelqu'un d'autre, c'est vraiment le moment où on s'en sort plus tout seul, où on nous demande que les dates peuvent pas coller, et du coup, là, on se fait entourer enfin, peut-être un premier consultant. Oui, Et oui. moi, comment vous faites, vous, pour savoir quelle personne vous choisissez? Est-ce que vous avez voilà, des conseils à donner soit pour embaucher, soit pour prendre un consultant, soit pour sous-traiter? Moi, je sais que c'est une partie qui est un peu difficile pour moi. J'ai toujours tendance à tout vouloir faire tout seul, à me disperser. Et comment vous avez fait du coup comment ça s'est Alors, passé, ouais, la euh, première fois avec votre consultant? Alors, il a fallu peut-être déjà que je lutte contre moi-même, c'est-à-dire que j'avais
peut-être un défaut, qui dans certains cas peut être une qualité, bien sûr, mais c'est que je fais confiance aux gens. Hein. C'est-à-dire qu'on me dit, moi, j'ai déjà une expérience de 10 ans en tant que formateur à tel endroit ou à tel endroit, je sais animer tel stage, j'ai telle compétence, etc. Bon, donc, moi, parce que je fonctionne un petit peu comme ça, mais on me dit, voilà, je suis un bon formateur. Bon, j'avais quand même vérifié un petit peu tous ces dires, mais non, il m'est arrivé assez souvent, même avec des personnes qui avaient 10 ans d'expérience et réelle dans une entreprise en tant que formateur. Alors, soit j'ai un niveau d'exigence où mes clients ont un niveau d'exigence assez élevé, mais même ces personnes-là qui avaient, je dirais, une compétence et un historique assez important, Ouais. souvent ils se sont plantés, pardon pour l'expression, ils se sont plantés en fait chez moi. Donc ensuite, alors, ben, j'ai progressé, hein, je dirais, dans ma méthode de recrutement, c'est-à-dire que, premièrement, je leur faisais passer des tests techniques, hein, c'est-à-dire que je leur faisais passer des tests, une vingtaine de questions, je ne sais pas, sur l'assurance vie, une vingtaine de questions sur la bourse, une vingtaine de questions sur la retraite, etc., déjà pour évaluer leur niveau donc, de compétences. Et ensuite, je les faisais nous présenter en fait un thème avec une caméra ou sans caméra en tant que formateur. Bon, D'accord. ça, on va dire que c'était la deuxième étape dans le recrutement, mais ça, c'est pas encore suffisant. Donc, ce que j'ai fait, on va dire que ce point dont je viens d'expliquer existe toujours, mais ce que j'ai fait surtout, c'est je l'ai fait suivre un formateur, un autre formateur, donc ils viennent en salle avec nous, donc ils assistent. Après, ils viennent animer, mais il y a un autre formateur qui est là, qui peut prendre le relais, ou ça va être une co-animation peut-être sur une certaine partie et autres. Et alors, généralement, il ne faut pas que ça dure pendant quand même trop longtemps, mais il Ouais. faut qu'au bout de la deuxième ou troisième action de formation, pas troisième, mais bon, au bout de la deuxième, la personne Soit sache autonome. voler de ses propres ailes, quoi. Donc, Ok. et puis après, c'est des débriefings. Et puis après, c'est une fois que la personne a fini aussi des formations seule, on peut débriefer. Donc, on va dire qu'il y a eu je pense que la meilleure des choses, c'est une immersion Ouais. réelle dans le terrain avec une personne qui peut être là en soutien, en co-animation ou parfois des questions. À force d'animer, on a aussi des habitudes d'ordre des questions techniques, très techniques qui peuvent arriver. Donc, il ne faut pas que, on va dire, le jeune, entre guillemets, qui arrive soit pénalisé, quoi. Donc, D'accord. voilà un peu ma méthode d'aujourd'hui et qui peut continuer aujourd'hui et peut-être même plus facilement avec les formations que l'on fait effectivement par Internet, que ce soit Zoom, que ce soit Skype, que ce soit Teams, etc., etc. Ok. Du coup, si je résume un peu ce que vous m'avez dit, c'est que c'est pas forcément le CV en lui-même, ça veut pas forcément dire grand-chose. On peut avoir des tonnes d'expérience, des tonnes de lignes sur le CV. C'est plus après, du coup, par le test indirect et un peu entre guillemets une période d'essai qu'on peut vraiment évaluer si quelqu'un voilà, s'en sort bien ou non, finalement. Ah, tout à fait, tout à fait. Hein, c'est que, de toute façon, je crois que dans, dans toute activité, c'est une fois qu'on a, je dirais, prouvé Ouais, par le terrain, en ouais, fait, qu'on montre ses possibilités. C'est vrai ouais, que les CV, c'est important, hein, dans un premier choix, mais c'est pas suffisant. ouais. Ok. Du coup, euh, là, on a vu un peu ouais, comment Groupe Horizon a pu grandir. Est-ce qu'on peut faire un point peut-être sur aujourd'hui avec le contexte actuel? Du coup, il y a pas mal de changements, je suppose, vis-à-vis de la formation. Enfin, je dis je suppose, mais vu que je vous ai fait le site web, je connais un peu la problématique, mais je pense que les personnes qui nous regardent connaissent pas peut-être tous les détails des répercussions.
comment vous traversez un peu cette crise sanitaire? Eh bien, déjà une chose qui est simple, c'est que depuis jusqu'au 15 mars 2020, 100% de mes formations se faisaient en présentiel, hein. Donc en présentiel, ça veut dire dans une salle avec des participants, des tables, des chaises, etc. et tous les outils qu'on peut avoir. Bon. À partir du 15 mars, 16 mars 2020, j'ai plus aucune formation qui s'est faite en présentiel. Donc, ça veut dire que mes 54 programmes de formation, il a fallu les réécrire. Ça veut dire les réécrire pour les passer en classe virtuelle. Ça veut dire qu'il a fallu beaucoup communiquer avec les clients parce que c'était quand même quelque chose de très nouveau. Beaucoup communiquer aussi dans un contexte très particulier, puisqu'avant, quand j'allais voir mes clients, j'allais les voir dans leur bureau, à leur siège social à Paris ou sur Grenoble, etc. Hein. Là, je rentrais pas dans leur bureau, mais là, je suis rentré dans leur cuisine, je suis rentré dans leur salle à manger, je suis rentré dans leur salon. Donc, d'ailleurs, j'en parlais avant-hier avec un de mes formateurs. Je trouve que cette situation nous a rapprochés en fait avec nos clients parce que je trouve qu'il y a un contexte en fait qui est vraiment très particulier. Ouais. Alors, Une je mets beaucoup. solidarité? Oui, et puis Ouais. je mets beaucoup de guillemets hein, pour pas que ça soit mal perçu, mais avec beaucoup d'intimité, hein, c'est-à-dire que on est plus proche. Ouais. Et puis il y a aussi quelque chose qui est très particulier, c'est que moi, il y a certains clients, et de gros clients, on communique beaucoup par téléphone, par mail, mais en fait, je les avais jamais vus en vrai. Et donc D'accord. là, avec les visioconférences, ça m'a permis de les voir, de les rencontrer, et puis dans un autre contexte. D'accord. Donc, Ah, c'est donc, rigolo. euh, donc, si vous voulez, bien que l'entreprise ait 30 ans d'ancienneté, moi, je considère qu'aujourd'hui, hein, donc depuis le 15 mars, j'ai carrément créé une autre entreprise euh, dans tout, en fait. Alors, bien sûr, j'ai la chance de partir d'un portefeuille existant, mais j'ai créé vraiment une autre entreprise dans le produit que je commercialise, dans les relations qui sont instituées, dans les méthodes de travail aussi. Tout est nouveau. Voilà. Ouais. Ok. C'est rigolo de voir que on pourrait dire, bah oui, un virus qui nous empêche de nous voir, ça va faire que nous éloigner. De voir que finalement, ça peut rapprocher et nous humaniser quelque part, humaniser un peu plus les échanges, ça permet peut-être de relativiser le positionnement de chacun. Enfin, je sais pas. Ce qu'il y a de très particulier, vous m'auriez interrogé il y a un an en arrière, je vous aurais dit oui, les formations en salle, c'est bien parce on a le contact, on se voit, on se touche là aussi, hein, entre guillemets, tout ça. Enfin, il y a vraiment cet aspect humain. Et ce que je constate aujourd'hui, et j'en suis ravi, c'est que, bon, en termes de qualité, on fait du bon travail, on fait le même niveau donc de qualité, mais on arrive à garder vraiment cet aspect humain et cet aspect relationnel. Et c'était lundi, je suis intervenu, j'étais dans une compagnie d'assurance justement pour mon stage donc de préparation à la retraite, mais on a eu, je dirais, les mêmes discussions, Ouais. les mêmes fous rires, les mêmes éclats de rire, les mêmes exercices que si on était en vrai. Et ça, j'ai trouvé Ouais. ça extraordinaire, quoi. Donc, le distanciel, on a été un petit peu obligé hein, de tous passer par là, la preuve, hein, puisque vous ne m'interviewez pas dans mon bureau. Ouais. Euh, euh, Globalement, tout le monde s'y est bien mis. Et
en fait, maintenant, on dit plus, ben, tiens, je te téléphone, on dit, ben, tiens, je te fais un Teams, quoi. Voilà, donc de se parler et de se voir pour rendre peut-être cette situation un peu plus humaine, je pense elle va rester. Et puis, on s'aperçoit que ben, avec ces nouveaux outils, ben, même s'ils ne sont pas nouveaux, hein, mais je dirais l'utilisation Ouais, bien plus fréquente de ces nouveaux outils ben, change le monde relationnel. Hein. ouais, Pour moi, je dirais qu'elle le change. Je vous dis, je me sens plus, je ne sais pas si mes clients me sont plus proches de moi, mais moi, je me sens vraiment plus proche de mes ouais. clients. Et mes clients, de toute façon, font plus appel, je dirais, à nous, quoi, en termes de conseils. Ok. Bah, moi, j'avais déjà eu cette expérience de formation quand je me suis reconverti. J'ai passé un diplôme 100% à distance. C'était un des premiers diplômes, oui, valide au RNCP. Alors, je ne sais pas où est RNCP, je crois. Et, et oui, c'était 100% en ligne, donc j'avais des cours en vidéo. Et moi, ce que j'ai trouvé, là où je rejoins totalement la proximité, c'est que du coup, les professeurs, on avait un peu comme un Facebook, un réseau social où on pouvait les contacter, on pouvait s'appeler en visio. J'ai jamais eu de contact comme ça avec mes professeurs à la fac ou quoi que ce soit. Enfin, quand il y a tout le monde dans l'amphi, personne n'ose parler. Enfin, je suis jamais allé voir le professeur à la fin, alors que là, bah déjà dans le programme de formation, une fois par semaine, j'avais 1 heure avec bah, ce qu'ils appelaient un mentor. C'est un professeur en fait dédié qui nous suit tout au long du processus. Et même avec ceux qui créent les cours, bah, on peut leur poser des questions. Et enfin, moi, quand j'ai fait cette formation-là, je me suis dit que bah, ouais, l'avenir, ça allait être là, sans compter toutes les économies de temps, de déplacement. Enfin, si on peut suivre les cours de chez soi, ça évite d'aller louer un appartement ou de faire des kilomètres, etc. Mais du coup, vis-à-vis de ça, est-ce que vous pensez que enfin, j'espère que le coronavirus va s'estomper ou qu'on aura des vaccins et que on va sortir de cette crise, est-ce que vous pensez que il y aura un avant-après coronavirus dans le sens où les habitudes de travail vont être bouleversées ou est-ce que vous pensez qu'une fois que ce sera terminé, on va reprendre les choses comme avant vous ferez autant de présentiel, plus de réunions Zoom, Teams. Alors, après, je dis que par rapport à la question que vous me posez, je distinguerai peut-être deux choses. Vous parlez des habitudes de travail. Alors, moi, je crois que dans les grandes entreprises, ou petites d'ailleurs, hein, c'est quand même important de se retrouver de temps en temps autour de la machine à café, Ouais, de pouvoir se passer la feuille de papier et quand on a peut-être un souci d'aller voir, enfin un souci, une question à poser, d'aller voir directement peut-être la personne compétente qui ouais, pourra résoudre notre problème. Bon. Bon. Après, moi, de par la formation, alors, si je continue sur l'aspect travail, euh, enfin, il y a deux types de personnes. Il y a certaines personnes, en fonction peut-être aussi de leur vie privée, de se retrouver en permanence peut-être chez elles, derrière un écran, c'est pas du tout satisfaisant. Bon. Ou même peut-être dans certaines circonstances, si on a des enfants qui sont là, enfin, c'est pas ouais, toujours pratique. Et puis, mm, les appartements ne sont pas non plus ouais, toujours équipés ou la structure de l'appartement n'est pas toujours ouais. Ah oui, c'est sûr. équipée pour faire hein, du distanciel. Et puis, moi, j'ai un très bon ami qui me dit, moi, c'est chez moi, c'est ma vie Ouais, privée. Et je veux pas. Bon, il va au travail, ça c'est pas un souci, mais il veut pas que son appartement se transforme en fait bah, en vidéoconférence. moi, c'est une Donc ça, problématique que j'ai eue quand j'ai été étudiant. Et là, pour pallier à ce problème, il faut vraiment se consacrer à un espace de travail où on fait que ça. C'est-à-dire que moi, au début, mes premiers cours, je les faisais dehors, je les faisais dans mon salon, enfin, ou n'importe où, dans un café, etc. Mais si on veut vraiment se mettre au travail, le mieux, c'est d'avoir une pièce dédiée, évidemment, mais au moins se consacrer à un espace où on se dit, ici, c'est le travail, le télétravail, le distanciel. Et je m'y mets pas, je sais pas, pour lire un livre, pour jouer à un jeu ou quoi que ce soit.
Et sinon, et maintenant, automatiquement, moi, quand je rentre dans mon espace, je sais que c'est pour travailler. Et je sais que quand j'en sors, je travaille plus. Et bon, pour moi, ça fonctionne assez bien, mais c'est vrai qu'au début, on n'a pas forcément les bonnes habitudes. En fait, on nous a jamais appris. Et puis, l'autre chose que vous avez dit qui est très très vrai, c'est l'isolement, quoi. Le plus dangereux, je pense, c'est de se retrouver sans contact et sans se prendre d'heures pour sortir, de côtoyer des gens. Et ça, on peut voilà, ne pas le sentir venir et tomber dans le piège. Mhm. Et du coup, pour faire un peu le résumé, vous Alors, si je peux me pensez... permettre, Ouais, juste pour terminer, parce que là, on a parlé du travail. Au niveau donc de la formation, moi, je crois qu'il y a quand même des habitudes aujourd'hui qui sont prises. Euh, euh, et alors, je ne sais pas ce que ça a comme valeur, ce que je vais dire, mais pour moi, demain, ça sera 90% de la formation en distanciel et 10% en présentiel. ok. Voilà. Alors, il y a encore un autre facteur qui est très, très important, c'est euh, l'équipement aussi informatique et cette fameuse bande passante. Alors, je ne suis pas du tout un technicien, mais vous allez peut-être nous expliquer tout ça. Mais aujourd'hui, la difficulté aussi, c'est que moi, je fais des formations. Dans la majorité des cas, je parle à mon diaporama, hein, mon Ouais. PowerPoint. C'est-à-dire que les participants généralement me voient, mais moi, je ne vois pas les participants. Donc, c'est vrai que en tant que formateur, de parler pendant une journée à son diaporama, alors de temps en temps, on coupe, on essaie de voir comment on peut se faire. Donc, je pense que les entreprises privilégie, et c'est normal en ce moment, entre autres, la production, Ouais. d'accord. Et il n'y a peut-être pas assez de bandes passantes pour le reste. Donc, bon, je pense qu'il y a il va y avoir en Des évolutions. 2021 et dans les années suivantes des progrès par rapport aux outils, parce que, en fait, aujourd'hui, on utilise souvent des outils qui n'étaient pas faits pour la formation, hein, c'est-à-dire que c'était plus fait pour des réunions, hein, parce que on a peut-être on a l'entreprise qui est à Marseille, mais on a également des collaborateurs qui peuvent être à Strasbourg, à Toulouse ou à Brest. Donc on utilisait ces outils-là plus comme on le fait en ce moment, mais ce Ouais. n'était pas de vrais outils donc Mm. de formation. Alors il y en a certains qui existent, il y en a un qui est très bien, mais bon, pour des raisons que je ne connais pas, il a été un peu banni des grandes entreprises, mais je pense qu'il a, enfin déjà pour l'année prochaine, il va y avoir des améliorations. Puis surtout, ce qu'il y a de très important, c'est cette fameuse bande passante, hein, donc qui Mm. doit être, si j'ai bien tout compris, qui doit donner la possibilité de donner plus de punch en fait pour avoir à la fois du son et à la fois Ouais. Et puis et à surtout, la fois de la caméra, quoi. un réseau qui soit stable, qu'on puisse compter dessus, qui ne coupe pas en plein milieu, ça c'est vrai que c'est vraiment le difficile, quoi. Ça peut très bien marcher, et puis d'un instant à l'autre, une mini coupure, et paf, il n'y a plus rien. Si on est en direct, ça peut ouais, être un peu dangereux, ouais. Du coup, Pierre, pour faire un peu le bilan sur votre parcours, quelles seraient les plus grandes leçons que vous avez apprises durant ces 30 dernières années? Alors, au niveau de l'entreprise, moi, je pense qu'il faut déjà toujours communiquer avec ses clients, ses futurs clients. On en parle aujourd'hui, ces derniers jours, là, beaucoup à la radio ou dans les médias. Euh, je m'aperçois qu'en fait, il y a qu'une entreprise sur trois en France qui a, par exemple, un site Internet. Alors, peut-être que moi, dans mon métier, ça me semble complètement évident d'avoir cette vitrine, parce que je sais que avant de venir voir au Groupe Horizon ou avant de venir voir peut-être Pierre Blanc, ce que font les gens, ils vont voir en fait le site Internet. Donc, je pense que il faut communiquer. Alors, moi, je ne suis pas suffisamment compétent en marketing pour savoir les impacts de tout ça, mais il faut communiquer. Donc, communiquer aujourd'hui, on a beaucoup d'outils pour communiquer. On a effectivement le Internet, donc on peut communiquer par Internet, on peut avoir un site Internet.
Moi, ce que je pense, c'est qu'avec ses clients, de temps en temps, comme avec ses amis d'ailleurs, de temps en temps, c'est bien de prendre aussi son téléphone et de se parler en vrai. Alors, peut-être par rapport à ce que j'ai dit précédemment, alors, je ne le fais pas encore, mais voyez, en le disant, ben, peut-être qu'il faudra que je le fasse, de dire, ben, tiens, monsieur ou madame mon client, ben, ce que je vous propose, on se fait un Teams, un Zoom, etc. Et donc, ça permettra d'avoir cette relation. Donc, je pense il faut communiquer à la fois sur nos produits, mais ça s'engage que moi, mais je pense que la relation humaine est très importante. De toute Ouais. façon, je crois qu'on a tous dit à un moment donné, bon ben, ces deux produits sont identiques, mais je vais peut-être l'acheter plutôt dans cette boutique parce qu'ils sont super Ouais. sympas, parce qu'il y a un accueil, ou parce qu'il fait le même sport que moi, ou parce qu'on a des points en commun. Donc, dans le professionnel comme dans la vie de tous les jours, je pense que la relation humaine est très importante. Et donc, il faut en permanence communiquer. Alors après, en permanence, c'est en fonction de chacun et du temps que l'on peut avoir. Alors pour certaines personnes, ça va être peut-être une fois par mois, d'autres, ça va être une fois tous les 3 mois ou 6 mois. Mais l'important, c'est de montrer que l'on existe. L'important surtout, c'est d'avoir presque un temps d'avance aussi sur ses concurrents. C'est-à-dire que il faut pas, heureusement pour moi, que je ne commercialise pas, je dirais, les mêmes produits qu'il y a 30 ans en arrière, donc que j'ai su m'adapter, que j'ai su faire évoluer. Donc ça veut dire adaptabilité, création, Mm. d'accord? Donc, communication, création, adaptabilité. Je crois qu'aujourd'hui, Ouais. la personne, enfin, je parle par rapport à mon métier, qui n'est c'est pas bien mis, je dirais, à toutes ces visioconférences ou autres, ben, il a très peu de chances donc de continuer. Et puis, bien sûr, ça c'est peut-être la base, mais aussi c'est d'être sérieux. Je dirais, si on dit, ben voilà, Fiable. moi, je vous promets un projet pour dans 15 jours, il faut que dans 15 jours, Mm. on l'ait envoyé. Ouais. D'accord? Ouais, moi je Donc rejoins voilà. totalement là-dessus. Pour moi, c'est super important de tenir les délais, d'être sérieux dans ce qu'on fait. Alors après, bien sûr, il peut y avoir des imprévus, des choses, mais il faut que ça soit voilà, vraiment exceptionnel. Mm. Et aussi, je voudrais rebondir sur le fait d'avoir toujours un temps d'avance sur ses concurrents. Et moi, là, je vous rejoins aussi. Et quand vous êtes venu vers moi en mars pour faire le site internet, moi, j'ai vu vraiment les deux profils de personnes qui voilà, ont voulu booster leur communication à ce moment-là parce que il y a peut-être moins de choses à faire, il y avait un virage à prendre. Et des personnes qui ont plutôt dit non, là c'est difficile, on va plutôt je pense oui, il faut avoir un temps d'avance, avoir un peu cette vision-là, que le monde il change en permanence et en plus il change de plus en plus vite actuellement avec voilà, le digital. Et aussi quelque chose que j'ai trouvé super intéressant, c'est le fait le relationnel en direct, que moi je suis très nul là-dedans. Enfin, j'appelle pas assez, j'appelle jamais. Et je pense qu'à l'ère du digital où tout passe par les réseaux sociaux, etc., je pense que ça peut avoir une énorme valeur ajoutée de communiquer plus, oui, en direct avec les personnes, parce que ça va devenir plus rare, quoi. Mm, Et mm. même j'ai du coup la ferronnerie des Granges, dont on a cette connaissance en commun, a eu l'idée, oui, de faire une campagne courrier avec un book à l'intérieur et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne doit plus voir souvent et qui peut avoir un impact, je pense, le fait d'appeler et d'envoyer le catalogue plutôt que ce qu'on fait déjà avec le site internet, ça peut venir en complément et toucher, oui, plus profondément les clients. Ouais. Oui, de toute façon, moi, je pense que pour tout, il ne faut pas que le balancier, on était peut-être sur le tout présentiel et le tout papier, et puis qu'aujourd'hui, on passe complètement Mm, sur le distanciel et sans papier et sans contact. mm, Et puis, bon, je crois qu'il ne faut pas oublier que nous tous, nous sommes des êtres humains
Alors, en même temps que je vous parle, je pense à quelque chose qu'une personne m'a dit dernièrement, mais on a besoin quand même de ce contact. Alors après, ce à quoi je pensais, c'est est-ce que les nouvelles générations, donc là je parle de jeunes qui ont 10 ans, Ouais. donc Qui sont nés avec toute cette technologie, qui vont l'avoir dès le plus jeune âge. voilà, hein, c'est-à-dire que cette personne me disait, ben voilà, moi, mon fils, ben, ses copains, ils sont sur Internet, etc. Et il n'a pas spécialement besoin d'aller jouer au foot dans la cour, etc. Ouais. Alors après, on ne va pas juger, ce n'est pas l'objet ici de dire c'est bien ou c'est pas bien, mais peut-être que les nouvelles générations n'auront Ouais. plus besoin de ce contact Bah, papier, n'auront plus besoin de ce contact humain, n'auront plus besoin de la machine à café, quoi. Hein. ouais, je sais pas. C'est vrai que ça fait bizarre quand on passe devant des arrêts de car où tous les jeunes ont la tête sur le téléphone et il n'y en a aucun qui se parle. Et c'est que vraiment la vie sur le digital a pris le pas sur enfin, l'image qu'on peut renvoyer, parce que du coup le digital ça ouvre, c'est comme si c'était un espace public, enfin les réseaux sociaux. Et du coup, oui, je pense que leur image sur ces réseaux-là, sur le digital, ont pris le pas sur leur image qu'ils peuvent avoir dans le monde réel, dans le monde réel. Et ça, oui, c'est quelque chose. Moi, je sais que dans ma famille, il y a par exemple, ils comprennent pas qu'on puisse acheter. Voilà, je dérive peut-être un peu sur Fortnite, ce jeu vidéo très à la mode chez les jeunes, qu'on puisse acheter dans le jeu des tenues ou des casquettes ou des choses comme ça. Avec de l'argent réel, du coup, des euros, quoi, on va acheter pour modifier son personnage. Et en fait, c'est exactement la même chose que dans la vraie vie où on va s'acheter quelque chose voilà, bien ajusté ou de marque ou avec un tissu un peu cher. C'est-à-dire que voilà, leur identité, elle passe maintenant par le virtuel. Quoi. C'est sûr que ça va nous changer. Et même moi, bon, qui ai 30 ans, ça me fait vraiment bizarre de voir ouais, les jeunes regarder leur téléphone à l'arrêt de car. Et peut-être que je pourrais aussi rajouter, puis ça sera mon dernier mot, à moins que vous me posiez D'accord. euh, c'est aussi de donner l'image auprès de ses clients d'une certaine spécialisation, hein, et d'être un expert dans son domaine. Hein. Ce que je veux dire par là, euh, d'abord déjà, moi je pense qu'on ne peut pas être bon de partout. D'accord, dans tous les domaines. Ouais, Donc, par rapport à son entreprise, de dire, ben voilà, lui, c'est un expert de tel domaine, c'est de tel domaine ou de tel domaine. Et alors, bien sûr, ça réduit peut-être un petit peu la niche, hein, mais bon, pas tout le monde peut être la FNAC qui maintenant va vendre des aspirateurs, des machines à ouais, laver, des machines à café. Mais eux, je pense que c'est parce qu'ils ont voulu rentabiliser en fait un espace. Mais on voit que peut-être à plus petit niveau d'échelle, hein, de petites entreprises, c'est vrai qu'on, tout à l'heure, vous avez parlé des ferronniers, ils sont spécialisés, ils font de la ferronnerie et on sait qu'on va les voir parce qu'ils sont bons et très ouais, bons en fait dans ce domaine. On va ouais. peut-être pas les trouver pour autre chose. Vous, on va peut-être vous trouver, hein, parce que vous êtes spécialiste dans tout le digital, etc. Et moi, je crois qu'il faut alors, ça, peut-être qu'on l'obtient un peu plus tard, je dirais, quand on grandit au niveau de l'entreprise, parce qu'au départ, on essaye peut-être de chercher sa voie, etc. Mais je pense que de donner l'image quand même à son client qu'on est vraiment spécialiste et qu'on est expert dans un domaine ou deux domaines ou trois domaines, mais on ne peut pas euh, être bon pour moi en fait de partout, à moins Ouais. d'avoir vraiment de grands experts qui travaillent avec vous. Mais là, Mm. on est à un autre niveau d'entreprise, quoi. Ouais, ok. Quand on démarre une entreprise ou quand on est à ses débuts, oui, c'est bien déjà de devenir expert dans un domaine, avoir une reconnaissance pour pouvoir par la Tout à fait. suite voilà, se spécialiser, élargir sa gamme. Et ouais, je vois tout à fait l'idée. Ouais. Parce que ce que vous dites, vous voyez, ça me permet de rebondir sur quelque chose d'important, c'est qu'aujourd'hui,
bien sûr que mes clients achètent l'expertise, le sérieux, tout ce que l'on a dit avant, mais en fait, on vient d'abord trouver Pierre Blanc, on vient d'abord trouver Groupe Horizon parce que ils savent qu'on va être fiable dans le temps, ils savent qu'on saura s'adapter, mais en fait, on a acheté, je pense, d'abord les qualités de l'entreprise et on me dit, mais Pierre, est-ce que vous faites ça? Est-ce que vous faites ça? Alors là aussi, j'ai appris aussi à dire non. Ça, voilà, tiens, je rajoute Ouais, ce point-là. pas se disperser. De temps en temps, il faut aussi apprendre non, à dire non. Je vais vous donner un exemple. Là, j'ai un de mes formateurs et amis. On lui a demandé d'intervenir pour des Japonais sur un domaine très, 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 très particulier. Donc, il a passé des heures et des heures à travailler pour ces Japonais, mais si, alors là, je reviens aussi à ce qu'on disait en début d'entretien. C'est vrai que sur un plan personnel et de son ego, c'était important parce qu'il allait faire un sujet pour des Japonais, sur un sujet très, très pointu. Est-ce qu'il fallait y aller? Parce que si on rapporte quand même le temps passé par rapport au temps, est-ce que ça va par contre lui rapporter? Ouais. C'est égal à zéro. Alors, parfois, il faut savoir le faire. Il faut se dire, je fais un investissement en temps et je ne gagne pas d'argent. Mais est-ce que derrière, je vais pouvoir en fait le démultiplier? C'est Voilà, c'est ça. ça. Hein. Scaler sur autre chose. Ouais. Donc, moi, et si vous voulez, ça, je dirais que c'est comme un petit peu en formation. Alors, heureusement, maintenant, c'est de moins en moins, mais au tout début, je crois qu'on arrive à être un grand formateur et à être bon, c'est quand on dit, ben non, moi, je ne sais pas, mais par contre, je m'engage, je vais chercher, par exemple, la réponse à la pause, ou entre midi et deux, et je vous la donne cet après-midi. Bon, après, quand on a un peu d'expérience, on n'est plus à ce niveau-là. Mais moi, aujourd'hui, au niveau de l'entreprise, il y a certains marchés, je dis non, je ne prends pas, je ne suis pas bon. Et je m'aperçois, et alors je dis aux clients qui sont, parce que moi j'ai mes clients qui sont fidèles depuis le début, hein, une trentaine d'années, hein, j'ai des clients qui me disent, ben, et donc moi je suis un peu gêné, je leur dis, écoutez, ben, là non, je ne peux pas répondre à votre besoin, mais mes clients me disent, mais Pierre, c'est tout à votre honneur, hein, Ouais. on préfère que vous disiez non que de ne pas nous faire un bon produit. Donc ça aussi, de temps en temps, Ouais. même si on n'a plus à manger, même si c'était peut-être une bouée de sauvetage, Ouais. il faut savoir dire non Ouais. et rester sur son expertise. Voilà. D'accord. Ouais, en fait, c'est vraiment toutes les un peu des valeurs d'intégrité, quoi. C'est-à-dire que si on n'est pas capable, faut être franc, honnête, et le client le sent, le reconnaît, et fera d'autant plus confiance sur ce sur quoi vous avez l'expertise, du coup. Tout à fait. Et je crois que là, comme ça permet peut-être de boucler par rapport à une de vos questions du milieu d'entretien. C'est que je pense que dans cette période qui est quand même difficile, hein, pour tout le monde et très difficile, hein, sur un plan économique, on pourrait avoir tendance à dire, ben tiens, allez, je prends ce marché. Comme ça, ben, ça va me permettre d'avoir des revenus pendant un mois, 2 mois ou 3 mois ou d'avoir du travail. Si on n'est pas capable, si ce n'est pas son domaine d'intervention, eh bien, il faut être capable de dire non. Et là aussi, ce que je voulais le dire, je crois, c'est en tout début, à un moment donné, si on a dit où on prend juste une partie du marché, ou si on a su dire non, et ça, moi, je l'ai eu vraiment pendant toute mon expérience d'activité, 2 ans, 3 ans après, la personne vous rappelle, parce Ouais. que j'ai eu le cas, hein, c'est pour ça que je me permets d'en parler, mais Ouais, c'est, ouais. bah tiens, il y a 3 ans, on avait fait ça ensemble, vous aviez abordé que ce sujet-là, ben, aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous avez évolué? Et les gens reviennent avec vous, Mm. vers vous. Et je crois qu'on reviendra vers vous parce que vous avez été honnête Ouais. intellectuellement. Et on ne reviendra pas vers vous si Bien vous sûr. avez, pour reprendre une Ouais, ouais. expression, si vous avez enfumé les gens. Ouais. Voilà. Hein. C'est ça, en fait, il faut voir un peu plus loin que le bout de son nez. Même si à court terme, on peut peut-être faire un peu d'argent, c'est la chose peut-être à défendre plus que tout, c'est sa réputation, son intégrité, Tout à parce que sur fait. le long terme, ça va payer, quoi. Exactement. Ok. Voilà, Ben, David. écoutez, Pierre, voilà qui conclut, je pense, notre interview.
Est-ce que vous avez d'autres choses, Non, mais d'autres... voyez, je crois que c'est un mot que j'ai pas l'habitude d'employer souvent, mais je crois que je vais garder, ça serait un fil conducteur, c'est parce que ça englobe quand même beaucoup de choses, c'est intégrité. Ouais. Donc je crois que ça Mm. veut dire qu'il faut être intègre Ouais. et effectivement, les clients le sentent. Et puis, c'est aussi un moyen de durer dans le temps. Ouais. Parce que Mm. moi, j'ai eu des amis, collègues et concurrents peut-être qui ont fait des coups pas possibles, mais leur entreprise a duré 2 ans ou 3 ans. Et Ouais. voilà. Après c'est aussi une philosophie personnelle, on va dire, du Mais créateur d'entreprise, hein. je pense que Mais moi, je vous rejoins tout à fait là-dessus et, et je pense que les deux peuvent marcher, mais il faut soit être très intègre, soit être complètement un requin. Mais voilà, il faut choisir son camp, je pense. Parce voilà. qu'on en voit hein, des requins qui réussissent, des personnes voilà, qui en ont rien à faire, des clients. Mais bah, après, chacun choisit sa voie quelque part. Oui, mais c'est Mais ça. ok, Chacun a sa philosophie, ouais, effectivement, et sa voix, comme vous avez dit. c'est ça. Bon, ben, Ok, je vous remercie beaucoup, David, pour cet entretien. C'était très intéressant, ouais, je hein. pense que ça va intéresser pas mal d'entrepreneurs qui auront déjà bah, pas mal de clés, la résilience, l'intégrité, comment recruter, enfin vraiment énormément de choses. Donc ouais, merci beaucoup Pierre.